Merci de monter à bord et d'écouter Sounds Like Portraits. Bienvenue dans mes conversations avec des humains créatifs. C'est Philippe Ingard. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de visiter soundslikeportraits.com et de vous abonner sur iTunes, Spotify, Stitcher ou Google Podcast. Merci. Frenchmorning.com, la première newsletter francophone aux États-Unis, est le partenaire média de Sounds Like Portraits. Ce 121e épisode a été enregistré il y a 15 ans, ou peut-être même plus. En retrouvant cette interview, j'ai d'abord souri en écoutant ma voix, qui m'a semblé venir d'un autre siècle, et je me suis dit que si l'enregistrement est un miroir pour l'interviewé, il l'est aussi pour l'intervieweur. Si je ne suis pas sûr de la date exacte, je me souviens très bien de Florian Rodari, éditeur, critique d'art, curateur et écrivain, assis à son bureau dans un de ces bijoux d'appartements parisiens en pierre ouvragée donnant sur un grand jardin plein de couleurs et tracé au cordeau. Je me souviens aussi très bien de la raison pour laquelle j'étais allé l'interviewer. Je voulais faire le portrait de quelqu'un qui sait voir. Depuis toujours, je suis fasciné par les personnes qui savent trouver de la joie dans ce qu'elles ont en face d'elles. Mais est-ce que ça s'apprend ? Est-ce qu'on peut apprendre à voir ? En écoutant Florian, j'ai vite compris que non seulement mes questions lui étaient très familières, mais que voir, c'est aussi s'interroger sur ce que l'on voit. Peut-être même qu'on ne voit vraiment que ce qui nous questionne. Florian n'est pas seulement quelqu'un qui voit, c'est quelqu'un qui cherche à faire voir, c'est-à-dire à partager ses questions en exposant des artistes et en écrivant. Alors justement, comment faire voir ? C'est la question de la semaine. Écoutez la réponse de Florian, mais pour commencer, il m'a parlé de ce que toute sa vie, il a cherché par tous les moyens. Par tous les moyens, oui, j'ai cherché, je crois, depuis toujours à comprendre ce que je voyais, ce que j'aimais notamment dans la peinture ou dans les paysages, à essayer de trouver la raison pour laquelle j'étais ému et est-ce qu'il y avait des critères objectifs à cette émotion, est-ce qu'on pouvait chercher notamment dans un tableau ou dans une gravure à retrouver les signes, les expressions, les moyens qui font que l'émotion s'en dégage ou qu'un sens est donné ou que le plaisir est provoqué par le regard ou la vision d'une chose. Est-ce que votre vie consacrée à l'art a commencé par un choc émotionnel, par une expérience très forte émotionnellement ? Les premiers grands chocs dont je me souvienne, ce serait Rome à l'âge de 6-7 ans. J'ai encore un souvenir très précis d'une promenade, je pense au Janicule, et là parce que je n'ai pas de notes naturellement, je peux imaginer pour être retourné sur les lieux plus tard, qu'il s'agit de la coupole de Saint-Pierre, vue du haut d'une colline à Rome, et ça devait être au Janicule, dans le soleil couchant, entre deux trains, ça je me souviens, transporté par un taxi. Je ne sais plus s'il était jaune et noir, mais ces deux couleurs étaient importantes. Et dans un crépuscule, je peux dire que la première émotion d'une forme, d'une couleur liée à un souvenir, elle est située là, oui, elle est située là. Il y en a d'autres, il y en a plus tard aussi, toujours dans ces vacances italiennes où mon père nous emmenait parce qu'il était journaliste et qu'il devait faire des reportages pour les camps de vacances qui, à ce moment-là, se mettaient en place au Club Méditerranée. Il était là-bas pour expérimenter en tant que journaliste et nous allions là, à l'île d'Elbe, à Palinuro, dans des lieux de mer qui pour moi étaient magiques naturellement puisque je venais de la Suisse plutôt brumeuse et donc ce sont des grands chocs avec la lumière, des grands chocs avec l'architecture du paysage, avec les pins, avec les bords de mer, le sable, la violence des lumières, des couleurs. Ça, ce sont des chocs d'enfance qui ont sans doute formé une nostalgie ou un désir d'y retourner voir et ensuite influe mon amour de la peinture italienne. Un choc émotionnel, en général, ça ferme. Comment expliquez-vous que ce genre de choc, ce genre d'expérience émotionnelle puisse ouvrir ? Oui, c'est une excellente question. Je dirais, pour moi, l'émotion est une ouverture. Ça n'a jamais été l'idée d'une fermeture parce que,
Alors je ne sais pas le premier, mais le second rappelle, c'est comme un choc émotionnel, c'est comme un choc musical, c'est des harmoniques qui font retentir des accords plus lointains ou qui permettent de revenir à des harmoniques déjà entendues. Et je pense que le second séjour à Rome à l'âge de 14 ans, qui a été pour moi un enchantement, parce que là, tout à coup, j'étais seul et maître d'une caméra ou d'un cahier de notes et que j'ai pu reconstituer alors des promenades en allant d'un lieu à l'autre, faisait écho d'une manière ou d'une autre à ces premières découvertes plus enfantines de la lumière italienne et que cette émotion était une manière de retrouver des voies, de retisser des liens qui deviendraient chaque fois plus larges et en même temps plus serrés entre les émotions anciennes et celles qui sont présentes, voire le désir de s'ouvrir précisément à mieux connaître, de Rome, à aller voir ce que Rome a produit, non plus seulement en architecture, mais dans les images de l'architecture, dans les peintures. Et je pense que c'est cela l'importance du choc émotionnel et de cette, oui, cette émotion qui, au contraire de se refermer, est un écho, une capacité de s'étendre, de se répercuter. Ce choc émotionnel, il est déjà une reconnaissance, il est déjà une résonance de quelque chose de très profond en vous. Il y a une reconnaissance, il y a un appel. Oui, je dirais que oui. Mais à quoi répond-il Est-ce que il y a dans la culture de ceux qui nous nourrissent, très jeunes enfants, des discussions, des images qui font que l'on est déjà installé ou prêt à recevoir cela? J'ai connu d'autres membres de la famille qui étaient très attentifs et à la peinture et à l'architecture, qui, lorsqu'on se promenait, pointaient le doigt sur ce qui devait être regardé, ce qui était beau, ce qui était particulier. Ça, c'est la formation, mais le premier choc de Rome vu de cette colline, de cette forme se détachant sur le ciel, est-ce que je peux dire s'il fait écho à quelque chose de plus ancien en moi? Ça, c'est assez mystérieusement énigmatique pour moi. Vous soulignez qu'on a pu, quand vous étiez jeune, vous montrer ce qu'il y avait à voir. Qu'est-ce qu'on peut montrer et au fond, qu'est-ce qu'on peut apprendre des autres? Alors c'est bien là, je crois, la vraie éducation. C'est que on vous montre des choses et on vous dit c'est beau, et on ne sait pas vraiment pourquoi. Finalement, la vieille maison au toit surchargée de chaume ou branlante est plus belle que le garage éclairé par un néon ou recouvert d'affiches. Et là, bien entendu, ce sont des adultes, ce sont des gens qui vous pointent du doigt et qui donnent un vocabulaire à leurs propres critères. Et je pense que là, l'éducation peut être à la fois très enrichissante, mais elle peut être déformante parce que on se fait alors du monde une sorte de hiérarchie dans laquelle les choses vieilles, les choses harmonieuses seraient les seules choses belles. Je pense quand même que c'est la bonne éducation, mais il faut savoir aussi y réagir. Je me souviens d'un des premiers grands chagrins de ma vie, c'est le jour où mes parents ont décidé de changer de tapisserie dans le salon. Et pour moi, cette tapisserie était comme l'image du temps accumulé et que la saleté n'avait absolument aucune importance. Et quand ils ont décidé de l'arracher, ça a été une déchirure en moi, comme si quelque chose avait été enlevé avec brutalité et incompréhension. Il fallait conserver cela. Chacun se forme un attachement aux choses, oui, se les rend chères selon des critères qui sont très personnels, mais par ailleurs aussi des critères culturels, de famille, qu'il faut à un certain moment équilibrer tout cela pour s'ouvrir à d'autres choses, pour découvrir dans d'autres domaines la beauté des choses et ne pas demeurer fixé sur ce que l'on vous a appris. Ça, je crois
qu'heureusement, j'ai essayé d'ouvrir précisément d'autres portes, de ne pas me cantonner dans une époque, par exemple, ce qui me paraît toujours un peu réducteur, en ce sens que, ayant été éduqué plutôt à l'art ancien, je me suis, grâce à des amis, ouvert à l'art contemporain, l'art qui se faisait, et donc d'essayer de voir ce que chacun peut apporter, essayer en soi de les cultiver comme un chemin et de les parcourir ou de les mettre sur ce même chemin pour qu'ils vous accompagnent dans le même mouvement et non pas dans des mouvements opposés. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, dans ce sens, que ce choc émotionnel que vous avez vécu à Rome, c'est l'inauguration de votre sensibilité, c'est-à-dire le commencement où s'inaugure le désapprentissage de ce que vous avez appris pour révéler peut-être une sensibilité, une émotion personnelle, propre? Je pense que oui. Je pense que vous m'aidez à mieux le comprendre, mais ce récit simplement de ce choc d'enfance, je peux dire qu'aujourd'hui encore, il joue dans le bonheur que j'ai à retourner en Italie. C'est paradoxal, mais j'ai beaucoup écrit en Italie. J'ai beaucoup trouvé de mes idées auprès de monuments. Je sais très bien que l'architecture, pour moi, apporte une harmonie ou une sorte d'équilibre qui me permet de mieux, comment dire, mettre ensemble mes idées, les relier les unes aux autres, comme l'architecture est d'ailleurs faite de cela et faite pour cela, c'est-à-dire de cette relation, ce poème de la pierre, de la forme, est un baume pour moi, est un encouragement, quelque chose qui ne pèse pas, qui s'oppose moins que la peinture, qui m'a toujours opposé résistance, et alors que j'ai davantage questionné, avec laquelle je me suis davantage colleté, je dirais, que l'architecture qui oui, me repose, je dirais, m'encourage ou me stimule. Dans l'architecture d'une sensibilité, il y a ces moments d'émotion, il y a ces chocs émotionnels qu'on vit parfois quand on est jeune. Et puis il y a les rencontres. Quelles sont les rencontres qui ont marqué jusqu'à présent votre parcours? Il y en a beaucoup. Il y a diverses rencontres. Il y a des rencontres avec des amis, ceux qui ont su voir que ce qui était chez moi frémissant, il fallait me donner la possibilité de les exprimer. Ça, je dois beaucoup à quelqu'un comme Rainer Michael Messon, qui très jeune m'a incité à reprendre la revue dont il s'occupait, qui est une revue poétique à Genève qui s'appelait la Revue de Belles Lettres, puis qui en plus, quelques mois plus tard, m'a demandé si je voulais pas travailler au cabinet des estampes où lui-même était assistant à cette époque, et qui m'a mis au fond sur la voie des premières rencontres avec les œuvres d'artistes. Là, il s'agissait d'artistes morts depuis longtemps, puisque c'était Schongauer, Dürer, la gravure allemande, et qui m'a tout de suite fasciné. Et ces images, je les ai beaucoup interrogées. Et il faut bien dire que là, les rencontres de la vie sont souvent bénéfiques. J'ai rencontré, grâce à lui, mais par d'autres voies aussi, beaucoup d'artistes que je ne voyais quelquefois que quelques heures, mais qui m'ont marqué parce que, au fond, la question qu'il posait était la juste question. Je me souviens très bien d'avoir rencontré Bram van Velde lors d'un vernissage. Je ne sais plus si c'est moi qui lui pose la question ou si c'est mon voisin ou la personne qui était entre nous à propos de la couleur bleue. Et la réponse qu'a donnée Bram van Velde a été l'œil, c'est-à-dire son œil. Ce n'est pas des mots, mais son œil s'est écarquillé et tout à coup, la projection, le trajet de ce regard a traversé la salle et est allé se poser physiquement, dirais-je, quoique invisiblement, sur le bleu d'une de ces peintures exposées là. Et j'ai compris ce que cela voulait dire qu'un regard qui est habité et désireux de faire comprendre quelque chose en dehors précisément de l'explication. Il s'agissait là d'un phénomène invisible, mais très nettement perceptible malgré tout, qui m'a beaucoup impressionné, et je me suis aperçu qu'au fond, la solution à mes questions ne venait pas tellement des livres, ne viendrait jamais tellement des explications des professeurs, mais de ces paroles ou de ces gestes des artistes
qui, eux, regardent la peinture tellement différemment, par un autre angle, que celui auquel je commençais à m'habituer, c'est-à-dire l'histoire de l'art, l'explication critique, et qu'il fallait que je respecte et que je fréquente beaucoup ces hommes-là qui travaillaient du dedans. Talcott aussi a été, dans quelques conversations, un homme qui m'a fait comprendre que tout était à reprendre en quelque sorte dans la lecture des œuvres et qu'il fallait les regarder également au travers de ce regard qui est le regard de l'artiste, qui ne regarde jamais son œuvre de l'extérieur, qui n'essaye pas de l'expliquer précisément, mais qui la reprend ou la travaille ou la déploie par une interrogation qui n'est pas du tout la nôtre, mais qui est celle de son œuvre, de son travail, de sa recherche. Ça, c'est très important. Justement, on est en train de parler de ce que c'est qu'un œil. Quelle serait pour vous la définition de l'œil, c'est-à-dire la définition de celui ou de celle qui sait voir, de celui ou de celle qui sait voir de l'intérieur? Il n'y a naturellement pas d'œil absolu, comme on dit de l'oreille absolue, mais encore que il n'y a pas certainement pas d'oreille absolue, parce qu'au fond, je me dirais que s'il y avait un œil absolu, ce serait peut-être la définition de Dieu, et certainement pas une sorte de compétence qu'aurait un peintre ou qu'aurait un musicien. Que verrait un œil absolu? C'est une question que je me suis jamais posée, à laquelle je pourrais essayer de répondre en vous disant qu'il verrait tout et donc, et bien entendu, il verrait à la fois ce qui est avant et ce qui est après. Or, un regard, c'est précisément une coupure dans la totalité, c'est précisément l'essence même de la peinture, c'est-à-dire l'arrêt du visible entre quatre baguettes qui forment un carré ou un rectangle. Un œil absolu serait un œil, du point de vue humain, complètement absurde, qui verrait tout en même temps et toutes les couleurs, et n'aurait pas à choisir. Et précisément, ce qui m'intéresse dans le regard, c'est qu'on est obligé, ou que l'on est tenté, ou que l'on désire choisir, que l'on veut s'arrêter, que l'on veut retenir certains passages, inscrire dans une certaine limite des formes, des couleurs, des mouvements. Une vie que l'on veut arrêter parce que c'est à ce moment-là que cette vie vous est apparue comme la plus délectable ou la plus importante ou la plus cruelle ou la plus vraie. Donc un œil absolu pour moi aurait la qualité de tout retenir en même temps, mais le défaut de précisément n'avoir pas à choisir. Quand on parle d'œil, quand on parle de celui qui voit, est-ce que ça ne dépasse pas le domaine du visible? Est-ce que ça n'est pas quand même une image pour parler d'autre chose que seulement ce que l'on voit, que seulement ce qui est matériellement visible? Je pense à Muzic, qui peint sans voir vers la fin de sa vie. Difficile à dire. Bien sûr, je serais tenté de dire oui. Et puis, je sais qu'il y a des peintres qui ont peint des événements qui leur arriveront quelques années plus tard. Mais dans toute création, il y a un projet où l'émotion ouvre et l'émotion invente, bien entendu. Elle permet de voir plus loin. Je ne sais pas si c'est ça qui m'émeut dans le regard que porte un peintre sur le monde et la traduction qu'il en fait. Ce qui, moi, m'intéresse, c'est pas tellement son pouvoir de voir, c'est ce qu'il en fait. Quand je vous parlais de Bram van Velde capable de traverser au fond l'espace pour aller vers ce bleu, et c'était l'explication qu'il donnait, ou la réponse qu'il donnait à la question qu'on lui posait, qui n'a d'ailleurs pas d'importance, mais aujourd'hui, je vois bien que il n'y a pas de bleu comme celui-ci ailleurs que chez Bram van Velde. Et c'est cette compétence-là, c'est cette habileté-là, ce métier qui est à la fois, bien entendu, traversé par le désir, par quelque chose de mystérieux qui m'intéresse. Et c'est comment y est-il parvenu et comment est-il parvenu à me le faire ressentir à moi. Donc, ce qui vous intéresse chez l'artiste, c'est non pas sa capacité de voir en soi, mais sa capacité de faire voir. Oui. Oui, pour moi, la leçon de la peinture, ou la leçon même du musicien ou de l'écrivain, c'est de me rendre accessible des pans de l'existence, des formes,
que je n'ai pas vu ou que je n'avais jamais vu, qui existent et qui me rappellent ou qui m'enrichissent, enrichissent mon existence, colorent mes rêves ou mes désirs, mais c'est lui qui me les révèle. Et ça, je pense que c'est ce que je trouve fascinant chez l'artiste ou dans l'écriture que je pratique aussi. À mon modeste niveau, c'est ce que je voudrais faire passer dans la critique d'art, par exemple, c'est-à-dire que je fais voir ce que j'ai vu chez quelqu'un qui m'a fait voir. La différence entre vous qui écrivez sur l'œuvre d'art et l'artiste, c'est que l'artiste, lorsqu'il fait voir, le fait de façon involontaire. C'est-à-dire que c'est pas un pédagogue, c'est quelqu'un qui fait voir si on est là, sensible à ce qu'il montre. Vous parliez de ce regard invisible qui traversait tout à l'heure la salle avec Bram van Velde. Effectivement, l'artiste est celui qui révèle au travers de son œuvre ce qui n'était pas visible, ni à lui-même, ni aux autres d'ailleurs, et que son œuvre permet de voir. Mais je suis celui qui subit cette émotion devant le Bram van Velde, devant le Piero de la Francesca, devant l'architecture romaine ou devant le temple grec, et je suis celui qui cherche les mots pour transmettre ce que j'ai ressenti. N'y a-t-il pas un piège à vous lire avant d'avoir vécu une émotion par rapport à une œuvre sur laquelle vous écrivez, à propos de laquelle vous écrivez? Ce piège, ce serait peut-être de suivre votre regard en abandonnant le sien propre. Je parle du spectateur, je parle du visiteur par rapport à une exposition. Bien entendu, mais mon souci à moi d'écrivain sera précisément d'éviter, en tout cas, de personnaliser et de devenir le remplaçant de celui qui a exprimé, mais au contraire, d'être éventuellement un traducteur de ce que j'ai ressenti pour qu'une autre personne ait lui laisser la place de s'ouvrir ou de répondre ou de résister à ce qui est le message d'origine, c'est-à-dire, dans le cas particulier, la peinture. Si l'on prend par exemple, pour être plus concret, mon travail de lecture des images est venu du travail que j'ai accompli tout au début au cabinet des estampes, de lecture d'une gravure. Et la gravure est un art qui a été lié au livre, qui se lit comme un texte. Et au fond, avant même qu'un message puisse être interprété, il faudrait essayer de comprendre comment il est écrit, avec quels mots, avec quelle grammaire et syntaxe cette image s'est formée. Et la gravure vous oblige à cela, car elle est précisément une écriture discontinue, alors que peut-être la peinture est une technique ou une approche ou un processus beaucoup plus diffus, beaucoup plus sensuel. L'écriture de la gravure est une aventure d'analyse. Et je crois que je suis formé par cela, c'est-à-dire que j'ai toujours le besoin de me dire, mais un peintre a un langage, possède ce langage, exprime ce langage, et l'émotion qu'il me transmet, elle est bien, malgré tout, quelque part dans le tableau ou dans les couleurs ou dans les formes assemblées. Et cherchons à montrer que là est son art, précisément. J'ai été orienté par cette lecture des gravures que j'ai faites en grand nombre, puisque je faisais l'inventaire des collections et que j'en ai vu beaucoup, 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 et que j'étais obligé de décrire les techniques avant même de pouvoir rêver sur les images. Et ça, c'est un très bon apprentissage parce que ensuite, chaque fois que j'ai abordé une technique ou une autre œuvre, je me suis posé cette question: comment c'est fait? Comment arrive-t-on à dire la mélancolie avec un burin et de l'encre, et comment exprime-t-on l'arrière-pays religieux de certaines peintures de Piero de la Francesca avec de la couleur et un peu de blanc. Et je suis revenu à cette réflexion en me disant que des éléments techniques, des éléments matériels, des syntaxes d'artistes permettent une expression particulière et simplement me permettait de remonter le chemin de mon émotion.
Il me semble que le travail d'expression de l'artiste est un travail de suggestion et de votre côté, est-ce que votre écriture, ne serait pas également un travail de suggestion? C'est-à-dire, peut-être faire œuvre de poésie, de poète? Oui, c'est ce que j'essaye de faire. C'est de ne pas prendre position de l'œuvre, mais d'essayer de tisser entre son monde formel, et ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire sa vision, des liens qui sont à travers les mots cette fois-ci et non plus à travers l'huile, l'encre, la mine de crayon, qui sont des liens, des ponts par le langage. Et j'essaye, mais j'en suis pas conscient, mais je crois, parce qu'on me l'a dit, que de créer une musique ou de créer un langage qui laisse toujours l'ouverture à ce que j'ai ressenti, tout en étant précis. Je pense qu'il est dangereux aussi de faire trop d'images, que la métaphore peut égarer, que le langage fleuri du critique ou trop enthousiaste est quelquefois plutôt un obstacle à la compréhension, et il faut être à la fois précis et se tenir toujours très près de ce que l'on voit, mais en même temps, on n'est plus dans la lecture d'une peinture ni d'une gravure, on est désormais dans la lecture d'un texte, et peut-être qu'on n'a même pas l'image qui est commentée sous les yeux, donc il faut garder toujours la possibilité au lecteur de se l'imaginer et et de la découvrir en même temps. Et ça, je pense que c'est parce que l'image me fait obstacle, me pose question, que dans mon écriture, quand je travaille à l'explication ou déploiement d'un texte, je tente de garder cette difficulté à l'esprit ou ce mystère à dévoiler pour moi-même et donc pour mon lecteur. Quand on parlait de l'œil absolu qui pourrait dire tout de suite ce qu'est la qualité d'une œuvre ou ce qui est son défaut, serait extrêmement gênant pour moi, parce que je ne m'intéresse pas qu'aux chefs-d'œuvre, je m'intéresse aussi aux œuvres qui se font ou qui se font à l'envers d'une tradition. Aller vers ce qui vous est opposé est, à mes yeux, extrêmement enrichissant. J'ai écrit des textes sur des artistes dont l'œuvre m'était étrangère, mais le fait d'essayer de les comprendre et d'écrire à leur propos m'en ont ouvert la richesse. Et ce sont ces panoramas-là, ce sont ces chemins-là, ces voies-là qu'il faut maintenir possibles dans l'écriture, comme dans le regard, comme dans l'écoute. Je crois que c'est très important, oui. Vous opposez des chefs-d'œuvre à des œuvres de pauvre qualité, de petite qualité ou de moindre qualité en tout cas. Ça se reconnaît comment, une œuvre de moindre qualité? Je crois qu'elle résonne moins loin. Je pense que c'est une. Vous pouvez rester devant certaines œuvres qui vous touchent et qui sont et qui durent. Donc pour moi, le chef-d'œuvre est celui qui vous interroge longtemps et sans cesse. Et je me souviens très bien que quand j'ai fait mes études à Florence et que j'ai découvert la peinture, parce qu'auparavant j'en avais eu que des bribes tout à fait. Il n'y avait pas d'unité, tandis qu'en découvrant à Florence la peinture, j'étais obligé de comprendre que la peinture était aussi une histoire, était aussi une aventure sociale. Et il y avait des écoles qu'on pouvait les comparer. Auparavant, tout était dispersé et discontinu. J'ai beaucoup lu, mais en même temps, j'allais au musée. J'ai retrouvé un jour une pochette dans laquelle il y avait 117 entrées au musée. J'ai passé 9 mois à Florence. Ça veut dire que j'y allais 2 à 3 fois par jour pour aller voir les œuvres. Je sais que j'ai passé des heures entières devant le même tableau sans pouvoir l'épuiser jamais. Ça, c'est pour moi le critère absolu, c'est que c'est comme une musique, c'est comme un poème, c'est que vous n'en épuisez jamais le sens, et vous êtes toujours étonné par ce qui s'y révèle, même si vous le savez déjà, même si vous connaissez ce rouge à cette place-là, il vous surprend parce que vous vous êtes enrichi entre tant d'autres tableaux ou d'autres expériences de la vie. Et ça, c'est le chef-d'œuvre. Il y a en revanche des œuvres qui s'épuisent plus vite, inévitablement. Il faut le reconnaître et il faut les reconnaître comme tels. Mais on ne peut jamais le reconnaître que pour soi. Bien sûr, on est bien d'accord que... Alors pourquoi parle-t-on de chef-d'œuvre de façon assez universelle, universaliste finalement?
Peut-être par paresse, n'est-ce pas? Parce qu'il est simple d'en faire le catalogue, mais c'est vrai que vous avez parfaitement raison que les chefs-d'œuvre, les 100 chefs-d'œuvre qui seraient les miens ne seront pas celui de mon voisin ou celui d'une personne née il y a 50 ans. Et bien entendu, il y a une certaine relativité. Mais je crois qu'entre ce que j'appelais un chef-d'œuvre et l'œuvre de moindre résonance, il y a peut-être quand même un certain nombre de critères objectifs qui pourraient être... Critères objectifs de quel ordre, de quel genre? C'est une question difficile, n'est-ce pas? C'est une question profondément difficile parce qu'elle peut nous mener loin et même à une aporie, je dirais, parce qu'on pourrait à ce moment-là ne pas trouver de critères objectifs, étant donné que chaque époque, en quelque sorte, établit un certain nombre de critères qui sont précisément les critères académiques de la Renaissance, ensuite les critères de beauté qui sont ceux du maniérisme ou plus tard du classicisme et enfin de la modernité ou des contemporains. Et là, ce ne sont pas ces critères-là qui me semblent ceux qui pourraient être lus comme objectifs. En revanche, il me semble, devant tableau du 15e ou tableau du 20e, que l'objectivité précisément basée sur le désir de le voir durer, de sa résistance en fait, sa résistance à l'incompréhension, à la non-définition que je puis en donner. Alors précisément, vous avez fait une partie de vos études à Florence, vous êtes laissé baigner, vous êtes laissé imprégner par ces tableaux de la peinture italienne, mais que pouvait vous apprendre alors l'histoire de l'art, vous qui contempliez l'art? Assez peu. Assez peu. Non que l'histoire de l'art ne puisse pas être un soutien et, je dirais, une sorte d'écho à ce que l'on ressent. C'est enrichissant de savoir qu'à certaines époques, on utilisait certains pigments, que les relations entre certaines sociétés, des mécènes, des commanditaires, des pensées, sont des critères qui peuvent donner explication. Mais je me suis toujours étonné qu'au fond, on puisse écrire et parler tant de ces aspects-là de la peinture, alors que malgré tout, à la même époque, devant le même sujet, deux peintres sont à la fois dans les mêmes conditions et totalement différents. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est la différence, et c'est leur personnalité devant la scène représentée, que ce soit un portrait du même personnage, là peut-être le même personnage qui serait l'objet de la peinture, mais qui serait traité par ces deux peintres de façon si différente qu'à ce moment-là, l'histoire ne compte plus. Pour revenir à votre travail de conservateur, puisque vous avez dirigé d'abord le musée de l'Élysée à Lausanne entre 79 et 83, quel est à votre avis le rôle d'un musée par rapport à ce qu'on peut envisager peut-être comme une pédagogie du regard? Pour moi, le rôle du musée est de conserver l'histoire de la peinture, si on prend le domaine particulier de la peinture, et d'admettre que cette peinture, précisément, ne peut pas être constituée que de chefs-d'œuvre. Vous avez de très grands musées dans le monde entier, qui sont des musées phares, mais il y a tant d'autres musées où de petits peintres ou de moindre importance, ces peintres-là sont représentés, et il est extrêmement important que ces musées puissent survivre et puissent continuer à s'enrichir en dépit de ce besoin que l'on a de se porter au chef-d'œuvre et une sorte de manie de l'exposition prestigieuse. Je pense que ce qu'il y a d'intéressant, c'est précisément notre rapport un peu particulier, un peu personnel à la peinture. Il y a des endroits où l'on aime la peinture, il y a des endroits où on l'aime moins, il y a des endroits où on la collectionne naturellement, il y a des endroits où on la collectionne moins. Il faut que les musées reflètent cela. Autrement, quand vous allez dans les musées d'Europe ou des États-Unis en ce moment et que vous entrez dans les dernières salles, c'est quand même très souvent
décevant de regarder les Simèses et de s'apercevoir qu'il y a une trentaine, disons, de grands peintres qui sont collectionnés par le monde entier et que ce soit dans le nord de l'Allemagne ou en Espagne ou en France, ce sont toujours les mêmes peintres qui ont accès à l'exposition publique. En revanche, j'aime les musées qui ont le courage de présenter les peintres qui sont les peintres du lieu, et puis les collections du lieu, c'est-à-dire qu'il y a tout à coup, dans des endroits inattendus, un collectionneur qui commence à s'intéresser à la peinture, à la collectionner, à la rassembler selon des critères qui sont tout à fait en dehors des normes qui sont celles de l'histoire ou de la société, et qui, par le seul amour de la peinture, réussissent à franchir des barrières économiques, sociales, de tradition, et rassemble des œuvres ou des ensembles d'œuvres qui alors ont toute leur richesse à ce moment-là. Il s'agit dans un musée de présenter une diversité de peintres, par exemple de sculpteurs, mais comment présenter cette diversité au public? Et dans ce cadre-là, peut-être pour commencer, comment envisagez-vous, vous qui avez beaucoup accroché, comment envisagez-vous l'accrochage pour le public? Je l'envisage de la même manière que j'ai envisagé au fond ma réception à la peinture ou à l'image en général. C'est-à-dire, je crois qu'il faut tisser des liens. Et il ne faut pas faire il ne faut pas faire l'histoire stricte chronologique, ou même la thématique est quelquefois dangereuse. Je pense qu'il faut se laisser guider par les œuvres. J'aime les musées où, naturellement, il faut déjà qu'ils aient ces œuvres, et il y a une nécessité de base, c'est qu'ils aient quand même une collection. Mais dans cette collection, il est plus important à mes yeux de faire aller un spectateur ou un visiteur qui n'a pas nécessairement la connaissance de l'historien, de le faire aller d'un tableau à l'autre par une sorte d'appel des yeux, d'appel harmonique. Je crois qu'on doit, dans les musées, ne pas assommer les gens avec le nombre, mais plutôt faire jouer ce que l'on pourrait dire dans le roman, c'est-à-dire à faire avancer de chapitre en chapitre les gens. Il existe des relations entre les tableaux et entre les époques qui ne sont pas des relations seulement historiques, non pas seulement rationnelles, mais quelquefois il y a dans un tableau l'appel à une forme ou l'appel à une couleur ou à un thème qui permettrait de passer de salle en salle sans que le regard se s'use et se fatigue. Et je crois avoir toujours cherché dans les expositions que j'ai fabriquées, mais qui étaient souvent des expositions sérieuses sur des sujets uniques, thématiques, à éviter d'accumuler pour tenter des passages d'une salle à l'autre, d'une œuvre à l'autre, afin que le regard ne se fatigue pas. Les conservateurs actuels ont souvent l'envie, le désir d'accumuler, de montrer tout ce qu'ils savent. Et tout ce qu'ils ont. Et tout ce qu'ils ont. Et il faudrait que la sélection se fasse ou que le chemin se fasse en fonction du visiteur, du temps qu'il a et de l'énergie qu'il peut déployer, la durée d'une heure pour regarder de la peinture, car c'est fatigant. Est-ce qu'on peut voir votre marque dans votre accrochage? Ah, je pense qu'on peut, tout conservateur qui respecte son public et qui aime ce qu'il veut montrer, fera un accrochage qui traduira à la fois ce qu'il aime et la démarche intérieure traduira au mur ce qui profondément l'anime à vouloir réunir les œuvres de cette exposition en question, dont il aura choisi le titre, La réunion d'œuvres et le catalogue. Je crois alors que l'accrochage est décisif, effectivement, il faut faire la démonstration simplement par les tableaux. Il ne devrait pas y avoir nécessité de multiplier les explications au mur de la même manière. Il faut que le regard du visiteur trouve à recomposer ou à retracer le chemin que l'on a accompli, je dirais. Mais est-ce qu'on peut dire, Florian Rodari, que vos accrochages sont des signatures, que on peut dire tout de suite, ah oui, c'est Rodari qui a accroché? Alors ça, c'est aux autres de le dire. Moi, je ne suis pas... Mais est-ce que ce serait souhaitable? Ça serait souhaitable, bien entendu que ça serait souhaitable, mais on n'a jamais non plus, on n'a jamais toutes les œuvres qui permettraient de faire ce chemin. Si je fais une exposition sur le maniérisme en gravure,
je vais essayer de signer mon accrochage ou ma réunion d'œuvres, mon choix d'œuvres, mais je le ferai en respectant d'abord ce qui aura existé dans la réalité, c'est-à-dire les relations entre tel ou tel artiste et à l'intérieur de telle œuvre, entre tel ou tel dessin ou telle gravure. Ça, je pense que c'est le grand accrochage, comme on en voit de temps à autre. À Beaubourg, j'ai été très ému par l'accrochage de l'exposition Miro ces derniers jours. On peut reprocher la couleur de tel mur, la mise en parallèle de deux œuvres, mais d'une salle à l'autre, l'intérêt est relancé, la fatigue est allégée, je dirais, mais on n'oublie pas les précédents, on se souvient, il y a des rappels, il y a des échos, et ça, c'est, je crois, la qualité d'un grand accrochage. Deuxième moment important quand on construit une exposition, il y a le catalogue. Comment doit-on lire un catalogue? D'abord, faut-il le lire après, avant? Comment lire le catalogue quand on est un visiteur? Alors je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de cas dans lesquels on pourra le lire avant, parce que le catalogue arrive toujours à la dernière minute. On peut imaginer qu'on a le catalogue avant de visiter l'exposition. Non, c'est tout à fait vrai, vous avez raison. Je ne sais pas, le catalogue pour moi est une possibilité donnée à celui qui souhaiterait approfondir le sujet qui est exposé. Pour moi, l'exposition est principale. Il faut pouvoir tout dire. Quand on a quitté la dernière salle, on doit avoir tout compris, ou en tout cas l'essentiel de ce qui est mis au mur et de leur relation, de leur succession. C'est une mise en scène, et cette mise en scène doit parler aux yeux, au corps, par là même ensuite à l'esprit. Mais le catalogue doit révéler des détails, doit expliquer certaines provenances, certaines relations, certaines influences, certains mystères techniques, certains aspects de la vie ou de la biographie des artistes exposés. Je ne monte pas une exposition en fonction du catalogue et je ne fais pas le catalogue en fonction de l'exposition mise en place. Troisième moment, à propos de l'exposition, les enfants. Comment est-ce qu'on peut envisager d'initier peut-être ou d'avoir un rapport pédagogique avec des enfants, vous qui vous êtes occupé des livres pour les enfants? Comment est-ce que vous envisagez de guider des enfants dans un musée par rapport à une exposition que vous avez construite? On m'a dit un jour, mais comment pouvez-vous écrire des livres pour les enfants, vous qui n'êtes d'une part pas peintre? Comment pouvez-vous parler de peinture? Et d'autre part, vous n'avez pas d'enfants. Comment pouvez-vous vous adresser à des enfants? Je dirais, j'ai été enfant, et j'ai été enfant curieux de peinture, où je peux m'imaginer très bien, parce que j'ai été enfant, entrer dans un musée et essayer de comprendre ce qui est au mur et pourquoi on m'oblige à traverser ces salles où il y a des personnages, des gens nus, des natures mortes, des batailles. C'est dans cet esprit, en tout cas, que j'ai écrit les livres pour les enfants et me disant qu'en réalité, il n'était pas question que je simplifie parce que je m'adressais à un enfant. Et je crois que là, alors, je serais assez cohérent avec moi-même. C'est que je ne pense pas que je fabriquerai l'exposition pour les enfants, mais je voudrais que mon exposition, quand je la fais, soit accessible à l'enfant. Et je ne pense pas que les expositions soient inaccessibles aux enfants. Ils ne peuvent pas enregistrer tout ce que nous enregistrons. Mais c'est une question qui me touche beaucoup parce que quand j'accroche, je ne pense pas à mes professeurs, je pense plutôt à ma question primordiale. Qu'est-ce que c'est que cet objet gravé, peint ou dessiné que je mets sur un mur et qui devrait étonner en tout cas le visiteur. Et ce visiteur, je le vois avec un regard d'enfant. Nous devons garder, quand nous entrons dans les musées et quand nous entrons dans une exposition, ce regard que nous avons eu, qui était l'étonnement premier de l'enfance, où nous sommes encore un peu neufs, alors qu'aujourd'hui, on entre trop souvent dans les expositions en disant « j'ai déjà vu ça, oh, mais ça, il y en a eu une beaucoup mieux il y a quelque temps sur ce sujet, dans tel endroit ou tel endroit », et qu'on regarde très rapidement les choses en se disant qu'on les reverra, ou qu'on les a déjà vus. Et ça, c'est un réflexe très nocif que nous avons, qu'on peut avoir même quand on est professionnel,
L'étonnement devrait être le critère premier de la visite du musée. Ça n'est pas toujours le cas aujourd'hui, mais ça devrait être le critère, et que le conservateur mettant en scène des images, des tableaux, même s'ils sont des tableaux difficiles, devrait toujours conserver à l'esprit dans sa mise en scène. Et je crois que les grandes pièces de théâtre, les grands films s'adressent à l'esprit d'enfance ou à l'enfant en nous. Comment vous en prenez soin de l'enfant qui est en vous? En me souvenant, en revenant à l'émotion, à l'étonnement, je crois, à la source de ce qui vous a ébranlé, sans qu'on sache exactement quand ça s'est passé. Comme vous me posiez la question sur mon premier choc, je ne peux pas vous dire, mais je me remets toujours dans la situation d'être ébranlé de la même manière. Pour un conservateur de musée, qu'est-ce que ça signifierait marquer son temps? J'aurais la tentation de dire de ne pas peser, mais ce serait aussi un peu simple d'essayer de ne pas, oui, de ne pas imposer ce que l'on n'est pas en mesure d'imposer, à savoir que ce sont les artistes qui font les musées, ce ne sont pas les conservateurs. Il y a une inversion des rôles, pas partout, mais elle est assez fréquente aujourd'hui, et notamment dans l'art contemporain, bien entendu, du conservateur qui pense avoir la possibilité de juger de son époque. Et ça, je pense que c'est un tort. C'est l'inverse de ce qui se passait dans les musées autrefois, où peut-être il y avait une autre ignorance qui était dangereuse, ou une insuffisance en tout cas qui était dommageable, qui a été dommageable à certains musées. Tout cela fait partie du musée, c'est-à-dire le conservateur pusillanime qui a manqué les bonnes occasions de l'époque, et le conservateur trop audacieux qui accumule des œuvres d'un seul ou de quelques artistes. Tout ça fait partie de l'histoire des musées. Moi, ce qui m'intéresse dans l'aventure du musée, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est de permettre, par les expositions notamment, la conservation étant un autre aspect, que j'ai moins pratiqué parce que je ne suis pas un technicien, et parce que je crois que ça relève d'un autre métier. Il y a peut-être confusion là entre deux métiers, c'est-à-dire celui qui fait des expositions, qui fait des projets, qui sort des œuvres, qui les met aux yeux du public. Et puis ça, c'est un aspect que j'ai pratiqué, que j'aime beaucoup. Et puis le conservateur qui, lui, est appelé à faire durer un patrimoine, à solliciter les collectionneurs pour qu'ils restent dans le sein des musées, que les œuvres viennent rejoindre l'endroit où, malgré tout, encore aujourd'hui, on les conserve le mieux. Marquer son temps pour un conservateur serait d'avoir cela présent à l'esprit, et donner la possibilité aux gens du présent de créer en permanence des relations, des désirs, des rencontres. Merci Florian d'avoir partagé votre histoire dans Sounds Like Portraits, musique Charmeuse de Serpent, composée et dirigée par Olivier Glisson. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de visiter soundslikeportraits.com et de vous abonner sur iTunes, Spotify, Stitcher ou Google Podcast. Merci. C'était Philippe Ingard. À bientôt.